Nous sommes venus à Urt voir la mémoire du hockey à Primrose. Francis Lapadu, mon ami, avec lequel j'ai guerroyé pendant des années et qui est encore en bonne santé. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de venir le rencontrer pour qu'il nous raconte un peu son histoire de Primrose, qui, je suis sûr, intéressera tous les membres de Primrose, puisque on fête cette année nos 100 ans. Et Francis a partagé beaucoup de ces années. Et donc, c'est le but de notre voyage. Oui, effectivement, je vous remercie d'être venu vers moi. Ça m'a évité un long voyage vers Bordeaux, puisque maintenant je suis près de Bayonne, à Urt, près de Bayonne. Effectivement, je suis, du fait de mon âge, le doyen des anciens de Primrose. Je suis le doyen surtout des anciens champions de France, puisque le club a été champion de France en masculin à 4 reprises, en 1950, 54, 55 et 56. Et il ne faut pas oublier le hockey féminin qui, en 1939, a été champion de France également. Oui, j'ai une longue histoire avec Primrose, puisque je suis arrivé au club lors de la saison 54-55 et je suis toujours membre du club. Ça fait donc un bail assez long. J'ai un peu tout fait. J'ai d'abord été joueur, gardien de but de l'équipe. J'ai été joueur. J'ai été ensuite arbitre. J'ai été également dirigeant manager de l'équipe. Ensuite, vice-président adjoint du président légendaire du hockey, Jean Loton, et ensuite, j'ai fini par être le président de la section de hockey de Primrose jusqu'à l'année 1992, où j'ai quitté Bordeaux pour venir m'installer ici. Voilà, j'ai un parcours assez long, donc. J'ai joué mon premier match à Primrose en 1954-55, et j'ai joué mon dernier match à 53 ans. La passion du hockey, elle est venue, j'ai commencé comme mon père à jouer au football. Mon père avait joué au football à la Vie au Grand Air du Médoc. J'ai joué au football. Et lorsque je suis passé dans la catégorie junior, j'ai eu un trou, le club n'avait pas de junior, et des amis du tennis m'ont dit viens jouer au hockey. Et comme je savais me servir assez bien de mes pieds, du fait que j'avais joué au football, ils m'ont mis dans les buts. Et j'y suis resté pendant toute ma carrière. Il faut savoir d'ailleurs que le hockey a été pendant longtemps le sport d'hiver des joueurs de tennis. Ça permettait aux joueurs de tennis de se maintenir en forme. Ils n'étaient pas déroutés du fait qu'on joue en coup droit et en revers, et c'était un entraînement pour les joueurs de tennis. Le plus célèbre joueur de tennis qui a joué au hockey, c'était Henri Cochet. Henri Cochet, l'été, jouait la Coupe Davis, et l'hiver, il jouait demi-centre au Football Club de Lyon. C'était de la filiation. C'est comme ça qu'à Primrose, l'idée est venue à certains joueurs de créer une section de hockey en 1924, la saison 24-25, pour permettre aux bons joueurs, car il y avait de très bons joueurs de tennis, de s'entraîner l'hiver et de maintenir leur forme physique. J'avais débuté au Stade Bordelais, puisque j'habitais très près du Stade Bordelais, mais pas loin de Primrose, entre les deux d'ailleurs. Et j'ai été recruté par un des plus brillants joueurs de hockey que Primrose ait eu, par Jean Houette. Jean Houette est venu me voir à la fin de la saison 53-54, à la fin de mon service militaire,
Et il n'avait plus de gardien de but. Jean-Pierre Bayle avait opté pour le motocyclisme. Et Jean Ouette m'a gentiment dit « Viens jouer avec nous ». Et j'ai joué avec eux et j'y suis resté. Il a été champion de France plusieurs fois. Ben, j'ai été champion de France en 54-55, la saison 54-55, et 55-56. La première finale en 55, c'est d'ailleurs cette photo, c'est la photo de l'équipe championne de France en 55 au stade municipal de Bordeaux, qui à l'époque ne s'appelait pas encore Chaban-Delmas, mais M. Chaban-Delmas était venu quand même se faire présenter les équipes au début de la finale. Et ensuite, l'année suivante, là on avait battu le Loup à Bordeaux, et l'année suivante, on a joué à Paris et on avait gagné contre le Racing Club de France. En tant que joueur, j'ai fait mon dernier match avec l'équipe première à 49 ans. Ah oui. J'avais commencé... Ça faisait quelle année, ça 85. J'ai joué pratiquement 30 ans en équipe première. À la fin, par intermittence, parce que je voulais toujours me retirer. Il y avait des nouveaux gardiens qui arrivaient, mais il y avait toujours un pépin et on me rappelait, alors je remettais les guêtres, avec plaisir d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a joué ensemble. C'est comme ça qu'on a joué ensemble. Effectivement, Francis a fait quelques intérims, parce que, compte tenu de la difficulté des déplacements, etc., et puis éventuellement des emplois du temps de certains joueurs, il nous est arrivé qu'on demande à Francis de venir nous filer un coup de main. Je crois qu'une année, j'ai été convoqué comme arbitre pour les demi-finales du championnat de France de deuxième division. Et les gardiens de la première et de la réserve se sont blessés dans la semaine. Et Primrose, qui était en demi-finale, le capitaine, Francis Coutou, m'a dit « Francis, tu ne vas pas aller arbitrer, tu vas jouer ». J'ai joué la demi-finale et la finale qu'on a d'ailleurs gagnée. Je suis passé comme entraîneur. C'est là où j'ai eu tous ces gamins à l'époque. Jean-Luc Darfeuille, qui était un gamin, mais également le président du club, Emmanuel Cruz, le secrétaire général du club, Philippe de Galzin, ont été parmi les gamins que j'ai coachés. 7-8 ans, et pratiquement jusqu'à ce que je quitte Bordeaux. J'ai quitté Bordeaux en 1992, et j'ai donc dû donner ma démission du comité directeur du club et de la direction du hockey, parce que je ne pouvais pas continuer. Bon souvenir, je crois 1977, j'ai amené ces gamins. 79, oui, pardon, merci. En 79, je les ai amenés au titre de vice-champion. On a fini quand même second. Hein, on avait une belle équipe. Très très belle équipe. Oui. Une belle équipe, avec Karsten, Kanagasabai, qui était un joueur malaisien, Habdash Singh, un autre malaisien. Puis quelques vedettes locales. Oui, des vedettes Francis locales. Couteau, Thierry Ouette, Il y Alain avait Pascarel, Thierry Ouette, Jérôme Francis Coutou. Il y avait de bons joueurs. qui étaient tous internationaux. Et Thierry et Jérôme Ouette. Oui, Thierry et Jérôme Ouette, bien sûr. J'ai été retenu en équipe de France pour la première fois lors ce que j'appelle les prémices de la Coupe d'Europe de hockey. C'est la fédération belge qui fêtait, je crois, ses 50 ans, qui a organisé une coupe européenne sur invitation. Il y avait 10 nations d'invités en 1955 et j'ai été sélectionné pour la première fois. J'étais la doublure d'un grand gardien qui avait joué à Primrose et ensuite au Stade Français, Jean Zizine. Et on se connaissait très bien et on formait une bonne paire d'amis. Et on partageait, ce qui étonnait beaucoup le sélectionneur, on partageait la même chambre, les deux gardiens de but. Ça s'est beaucoup refait après, dans les regroupements de l'équipe de France.
souvent les gardiens Oui. partageaient la même chambre. Oui. Alors, on est des gens un peu à part. Ce sont des gens spéciaux. Raconte-nous un peu ton passage au bataillon de Joinville. Au bataillon de Joinville, j'ai failli y aller. J'ai failli y aller en 1956. En 1956, avec l'équipe de France, nous sommes allés faire une mini-tournée en Allemagne et au Danemark. Et au retour du déplacement, je suis arrivé chez moi et mon père m'a dit « Francis, tu as reçu un avis de rappel ». J'avais fait mon service militaire de 52 à 54. Nous étions donc 2 ans après. Et en 56, j'ai été rappelé sous les drapeaux pour la guerre d'Algérie. J'ai immédiatement téléphoné au sélectionneur, Jacques Blanchet, du Stade français. J'ai téléphoné au sélectionneur, je lui ai dit « Monsieur Blanchet, je vous avertis, je suis rappelé sous les drapeaux, car à l'époque, en 1955, nous avions fait les Jeux méditerranéens, et en 1956, nous étions qualifiés, l'équipe de France, pour aller aux Jeux Olympiques à Melbourne. Le sélectionneur m'a dit « Ne t'inquiète pas Francis, je vais te faire affecter au bataillon de Joinville en préparation olympique. » Bien, merci Monsieur Blanchet. Mais là-dessus, le gouvernement, aller à Melbourne, envoyer des sports collectifs, ça coûtait cher. Il y avait 3 sports collectifs, le basket, le football et le hockey. Il y en a 2 qui ont été sacrifiés, c'est le football et le hockey, et seul le basket a été à Melbourne. Et de ce fait, je n'ai jamais été au bataillon de Joinville, j'ai été directement au 6e régiment d'infanterie en Algérie, où j'ai récolté. Je pense que je n'aurais pas eu de médaille à Melbourne avec le hockey, mais là j'ai récolté des médailles. Et ça c'est, l'Algérie, ça a quand même été une étape. Ça a été un peu une rupture pour moi parce que j'y ai été gravement blessé. Je suis invalide à 70%. Et j'ai été blessé au bras droit. Ça a été 6 mois d'hôpital. C'est une blessure importante. Et une rupture pendant 1 an. Je n'ai pas pu jouer au hockey. Mais j'ai eu la volonté de rejouer. Et avec un kinésithérapeute à qui je rends hommage, qui m'a bien soigné, j'ai pu rejouer au hockey, du fait que, étant gardien de but, je n'avais pas trop à manier la crosse. J'ai pu rejouer et j'ai repris les guêtres de gardien de but en 1957, c'est-à-dire à peu près 1 an après ma blessure. Et j'ai continué à jouer. Mais ça a été une rupture parce qu'entre-temps, pour l'équipe nationale, il y a eu l'éclosion de nouveaux joueurs et je suis resté en route. Primrose était moins au Primrose niveau... était moins au sommet du hockey français qu'il ne l'avait été. On a fait un peu l'ascenseur entre la première et la 2e division, puisque je ne les compte pas parce que c'est des titres mineurs, mais on a été quand même 3 fois champion de France de 2e division pour remonter en première. Mais tout ça, ces ascenseurs n'étaient pas favorables à la sélection. Mais tu étais forcément moins exposé. Moins exposé, moins... le sélectionneur avait changé, enfin... Tout. Mais néanmoins, j'ai pris beaucoup de plaisir, toujours à jouer au hockey, même après ma blessure. Les années 55-56, ça a été les prémices des compétitions européennes. Je vous ai parlé de cette compétition internationale d'équipe nationale, mais nous avons fait à Berlin, on a été joué à Berlin un tournoi que les Berlinois, qui avaient encore à l'époque l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, que les Berlinois avaient organisé pour être une vitrine, une sorte de vitrine de la ville de Berlin. Ils avaient organisé ce qu'ils ont appelé le Landmeisterturnier, c'est-à-dire le tournoi des champions. Et il y avait les champions de chaque pays, de
de clubs, champions nationaux d'Espagne, d'Angleterre, de Belgique, etc. On a fait un tournoi de très haute qualité sur les terrains, dont, entre autres, on a joué sur le terrain de la finale olympique de 1936 à Berlin. Et le club qui organisait, c'était le Berliner? C'était le Berliner qui organisait. Je me souviens le président Loton, le père de Daniel. Le président Loton nous avait envoyé une lettre à chaque joueur de hockey nous disant qu'il comptait sur nous parce que c'était le déplacement le plus important que n'avait jamais fait une équipe de hockey de Primoz. Maintenant, oui, il y a des compétitions internationales. Ce sont les deux premiers clubs du championnat de première division qui sont sélectionnés pour ce qui s'appelle maintenant, chez les garçons et chez les filles, pour ce qui s'appelle maintenant l'EHL. Et suivant les résultats qu'ils font, c'est tous les ans, bon, évidemment ça change, et ils sont en première, en deuxième ou en troisième division. Et donc on n'est plus dans ce registre-là, puisque on a depuis des années pas terminé dans le haut du classement chez les garçons. Et chez les filles, même si on fait partie de l'élite, on n'a pas eu la chance d'être premier ou deuxième du championnat. Mais ça existe maintenant. C'est d'ailleurs une compétition très importante et que les joueurs courent après, quoi, évidemment. Ouais. Francis, c'était un peu le relais entre le Grand Primoz, des très bons joueurs des années 50, et que forcément, jeunes joueurs, on connaissait. Enfin, bon, en plus, moi, j'avais la chance d'arriver d'un club parisien dont le président était le frère de ce fameux Jean Ouette, qui était, je dirais, l'ailier droit de l'équipe de Primoz, sachant que de l'autre côté, il y avait un autre Ouette qui était parti à Paris après, qui était Claude Ouette. Donc j'étais le lien parfait entre ces deux hommes. Mon arrivée s'est pas très bien passée sur le plan sportif, puisqu'ils se sont battus tous les deux, parce que comme j'avais quitté Claude, il voulait pas me signer ma licence, et Francis doit s'en souvenir, je suis resté plusieurs mois sans licence, et j'ai pas pu jouer au moins la première partie de saison de cette année 77 avec Primoz. Évidemment, Francis, c'est un super souvenir parce que en tant que manager, et moi j'étais capitaine, on a fait beaucoup de voyages ensemble. Je me souviens encore des conversations qu'on avait dans les trains du retour, où on refaisait évidemment le match régulièrement. Et donc moi, ça me fait extrêmement plaisir de le retrouver aujourd'hui. Et quand on s'est téléphoné, je me suis dit, on ne peut pas laisser passer les ans sans faire un point ensemble sur ce qu'on a vécu, sur ce que lui a vécu avant moi, parce que c'est vraiment la mémoire du club. Et je pense que c'est un moment important qu'on va pouvoir laisser aux hockeyeurs de Primoz et à ses enfants aussi, je pense. Et quand j'en ai parlé à Emmanuel Cruz, qui est le président actuel, et à d'autres, comme Antoine Thomas, bien sûr, ils m'ont dit c'est une idée formidable et il faut absolument qu'on fasse ça. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Jean-Luc, par modestie, n'a pas dit que lorsqu'il est arrivé à Primoz, directement du Stade français, il était déjà international. C'était un apport énorme pour l'équipe qui récoltait un leader de la qualité de Jean-Luc. Et effectivement, moi, alors une anecdote,
j'ai commencé à leur faire des entraînements sans la crosse et sans la balle de hockey. Et je me souviens que Thierry Hoët m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais vous allez courir, vous allez sauter, vous allez sauter des haies, en course de haies, faire du fractionné. Et, ils étaient ébahis, mais je pense que, en partie, leur forme physique, leur condition physique a fait qu'ils ont pu avoir les résultats qu'ils ont eus. Mais j'avais une bande là que j'appelle de gamins, j'avais une bande de gamins extrêmement sympathiques, dont je garde un très très bon souvenir. Les Delanne et compagnie. Alors ce plateau m'a été offert le 4 juillet 1994 lors d'un repas que l'on avait fait au club. Et ce plateau indique à notre cher Francis Lapadue, international de hockey sur gazon, champion de France 1955 et 56, ses amis de la Villa Primrose. Je dois dire qu'un plateau identique, avec une autre inscription, avait été remis ce même jour à Jean Loton. Jean Loton a été un personnage très important pour le hockey primrosien, puisqu'il a joué très longtemps et à un âge avancé au hockey. Il a été capitaine de l'équipe qui a été finaliste de la Coupe de France en 1947, et le même jour, le président Loton, Daniel Loton, avait remis à Jean Loton et à moi-même ces deux plateaux. C'est un souvenir très cher. C'est la formation, c'est l'équipe photographiée au stade municipal de Bordeaux en 1955, après la victoire contre le Loup en finale du championnat de France. Donc là, c'est le titre de champion de France. Champion de France 55. Au stade municipal, quand même. Oui. Stade municipal, oui. On l'appelait le stade municipal quand j'étais jeune, oui. Après, ça s'est appelé l'Escure et maintenant Chabandelmas. Dans les photos que je confie à Jean-Luc pour qu'il les remette au fond d'archives de Primrose, il y a une petite photo, elle est petite mais il faudrait l'agrandir. Il y a Monsieur Chabandelmas qui était en train de nous serrer la main avant le match. Puis il y a une photo de la tribune d'honneur avec Chabandelmas, etc. Okay. Là, il y a dans la tribune d'honneur, il y a une dame qui était la mère de François Samazeuil, François Samazeuil étant ce joueur-ci. François Samazeuil, sa mère, Emma Samazeuil, qui était anglaise d'origine, avait été la capitaine de Primrose, championne de France en 1939. Et elle était venue en portant le monocle, car elle portait un monocle. François Samazeuil, qui a été aussi un très grand joueur de tennis. Hein. Alors, c'était un bon joueur de tennis. Tout à l'heure, on a parlé que c'était le sport hivernal des joueurs de tennis. On a eu quand même à Primrose 2 joueurs qui ont à la fois opéré en équipe première de tennis et en équipe première de hockey. C'est Dominique Pouyanne et Claude Boucaud. Alors ça, c'est une photo prise dans les salons de Dominique Bouffard. Et ça réunit plusieurs générations de joueurs de hockey de Primrose. Hein, on y voit Daniel Loton, on y voit les 2 frères Allard, Jacques et Patrick, internationaux, anciens internationaux de hockey. On y voit François de la Giraudet, on y voit les frères De Queror, Édouard Castéja, qui a été un très bon joueur, international lui aussi. On y voit Jean-Paul Magret, un gardien de but qui a joué au Racing et à Primrose. On y voit Dominique Bouffard. Ouais. Daniel Loton, bien sûr. Daniel Loton, François Giraudet, je crois que je l'ai cité. Et il y avait même
Jean-Didier Lange. En 1955, l'équipe de France a participé aux Jeux méditerranéens à Barcelone. Et les Espagnols ont remporté la médaille d'or. Et nous avons remporté la médaille de bronze. Et un joueur espagnol, Antonio Cleiro, qui habitait ici à Saint-Sébastien, un jour il est venu ici et il a vu la photo de l'équipe de France et ma médaille de bronze qui est ici. Il m'a dit, écoute Francis, c'est très bien, tu l'as exposée, moi ma médaille d'or, elle est dans un tiroir, je te la porterai, tu l'exposeras. Alors je l'ai exposée avec le drapeau espagnol dans le coin. Ah, nous avions de très bonnes relations avec les Espagnols, surtout ceux de Saint-Sébastien. Tu les rencontres au corrida? Non. Quand je suis venu habiter ici, donc à 50 km de Saint-Sébastien, j'ai repris contact, j'avais perdu un peu le contact avec eux, j'ai repris contact avec ces joueurs de Saint-Sébastien qui étaient, il y en avait 5 ou 6, ils étaient internationaux, etc. Et on a fait des repas ici avec Daniel Loton qui venait de Bordeaux, Édouard Castéja, on a fait une bonne bande. Et malheureusement, ils sont tous décédés maintenant. D'accord. Tu nous as pas dit ton âge? Et mon âge, j'ai 92 ans depuis le mois de février. Toujours aussi élégant. Voilà, j'essaie de me maintenir. Pas d'ailleurs que le hockey est en train d'être relancé à Biarritz, parce que depuis quelques mois, Oui. grâce à l'initiative d'étrangers d'ailleurs qui sont dans la région, il y en a beaucoup qui jouent au hockey. On a, je peux dire on parce que je m'en suis occupé, on a rebondi sur l'adjoint au sport de la ville de Biarritz, que tu connais, qui s'appelle Xavier Delanne. J'allais te le dire. Et Xavier a très envie qu'il se repasse quelque chose dans le hockey ici. Et ça doit faire le 5 ou 6e rendez-vous qui a été organisé avec des hockeyeurs sur la plaine, ce qu'ils appellent la plaine du Polo, je crois, Oui, à Biarritz. Et il y a encore 2 rendez-vous qui sont prévus en mai et en juin. Et à partir de septembre, il va y avoir la création d'une section loisirs hockey pour démarrer dans le cadre du BO. Oui. Pour se permettre de pouvoir avoir des licences loisirs, pouvoir commencer à demander des subventions, etc. Ouais. Donc tout ça, c'est accompagné par le comité de Gironde et par la Ligue. Mais c'est amusant parce que on essaye de relancer ça ici, en fait. Oui, il y a eu... Grâce à Xavier. Oui. Il y a eu dans l'histoire un France-Espagne qui s'est joué il y a fort longtemps, hein, bien avant la guerre 39-45, à Biarritz. Mais il n'y a jamais eu vraiment beaucoup d'équipes. Il y avait une équipe féminine, je crois, à un moment, oui. Puisque d'après ce que disait Xavier, Xavier Delanne, qui est un ancien de Primrose, bien entendu. Oui, c'est un ancien. Et on a joué ensemble. Mais c'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose, parce que ça va faire un lien avec Saint-Sébastien, qui est un fief toujours vivant du hockey espagnol. Et d'ailleurs, je crois, le dernier rendez-vous qu'il va y avoir en juin, avant les vacances, il est prévu, grâce à des gens donc, notamment un garçon qui s'appelle Thierry Dujardin, il est prévu une relation avec Saint-Sébastien, parce qu'ils ont aussi des jeunes, mais ils ont aussi des vieux à Saint-Sébastien et qui sont assez actifs. À Saint-Sébastien, le fief, c'est la Real Sociedad, c'est ça. Le club. Quoi d'autre à nous montrer dans ta mémoire? Dans ma mémoire, il y a un épisode dont je n'ai pas parlé, mais ça a été l'épisode des Gaulois. Les Gaulois, ça c'est une équipe de Gaulois
Les Gaulois, c'était les anciens internationaux de hockey, qui avaient été créés en 1972 lors du stage pré-olympique à Vittel, par un ancien capitaine de l'équipe de France, qui est ce joueur-là, Albert Van Poel, qui a été un joueur éminent de l'équipe de France. C'est lui qui avait marqué le fameux but de Nagpur pour battre les Indes. Et ça a été pendant une dizaine d'années un très bon passage de hockey pour moi, parce que ça était une prolongation où il y avait différentes générations qui étaient mélangées là, dans ces équipes, mais on a fait des choses très, très intéressantes et de qualité. Je me souviens d'un tournoi à Cannes où ma femme m'avait entendu « Oh, mais les vieux, ils jouent encore très bien ». Et oui, ils jouaient encore très bien. Mais ça a duré une dizaine d'années, de 1972 donc à 1980-82, et c'est tombé un peu en désuétude. Alors, la particularité de ces Gaulois, c'est qu'ils étaient tous anciens internationaux. Bon, et c'était le... Fallait avoir au moins une sélection. Voilà, c'était la règle. Oui. Aujourd'hui, ça s'appelle... ça existe, les Gaulois, ça n'existe plus. Il y a des rassemblements de vétérans qui sont classés par âge, c'est-à-dire qu'il y a les plus de 45, les plus de 55, etc. Ils appellent ça ça s'appelle les masters. Il y a une grosse organisation de cela, parce que il y a beaucoup de tournois autour de cela. Il y a une Coupe d'Europe, enfin des rassemblements et des rassemblements à l'étranger. Mais le principe est différent. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de sélection, mais il y en a. Mais en tous les cas, les gens qui y participent ne sont pas tous des anciens internationaux. Une anecdote de quelqu'un que Jean-Luc a bien connu, qui a été le président de la Fédération française de hockey, c'était Alain Danet. Alain Danet, un jour, était venu voir Albert Van Poel, lui a dit « Je veux faire partie des Gaulois ». Et Albert lui avait dit « C'est pas possible, tu n'as jamais été international. Oh, mais enfin, tu peux faire une exception pour moi. » Et Albert lui a dit « Non, on t'invitera si tu veux, mais tu ne peux pas être Gaulois parce que tu n'as pas été international. » C'était un France-Allemagne qui avait été joué à Jean-Bouin, et je me souviens que les Allemands n'avaient pas apprécié le terrain de Jean-Bouin, ils avaient dit que c'était un champ de patates. Quelques années après, on leur avait fait le même coup. Moi, je me souviens avoir fait un France-Pakistan, où, comme les Pakistanais étaient très rapides, etc., on avait un peu laissé pousser l'herbe pour qu'ils aillent moins vite. Parce qu'à l'époque, on jouait forcément sur des terrains qui étaient des terrains naturels. Et je me souviens parfaitement de ce France-Pakistan, parce que j'avais été invité à y assister en tant que président régional. J'avais reçu une invitation de Marang, qui était président. Et là aussi, ils n'avaient pas apprécié, les Pakistanais. Donc on avait obtenu un résultat, je pense qu'on avait fait match nul. Oui, un partout, je crois. Et je dois dire que la hauteur du gazon avait contribué à égaliser Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Avec les gazons synthétiques. Depuis 1976, le hockey se joue obligatoirement sur gazon synthétique. Le hockey a fait beaucoup de progrès grâce aux terrains qui se sont... je dirais qui ont été plus rapides, plus simples pour une partie de la technique, en tous les cas, celle de l'adresse. Grâce au cross, qu'on fait beaucoup de progrès aussi, puisque tu as joué avec des crosses qui ressemblaient à des ramasse-miettes. À des ramasse-miettes. Ça a fait, et après, ça a fait... on est passé, aujourd'hui, on joue avec des crosses en composite. Hein. C'est une crosse. Regarde les dédicaces. C'est une crosse qui est pakistanaise,
et qu'ils avaient au moment des Jeux Olympiques, alors je ne sais plus lesquels d'ailleurs, mais et il y a la signature de toute l'équipe pakistanaise. C'est une crosse de 52, donc 52 c'était avant 56. 56 c'était Melbourne. Melbourne, et en 52, ça devait être 52 Helsinki, non ? c'était Helsinki. Voilà. Et donc, il y a la signature des joueurs. Et donc là, on est sur une crosse qui est un mélange de bois et de bambou qui sont montés, collés, etc. Enfin, à l'époque, c'était... Oui, À l'époque, à l'époque, c'était une très bonne crosse. oui, hein, oui. ça. Ah oui, on est déjà dans la forme des nouvelles crosses. Oui, On est loin on avait dépassé la période ramasse-miettes. de Hammer. Les ramasse-miettes, c'est parce qu'il y avait un cintre très grand. On disait ramasser les miettes. Et aujourd'hui, donc, crosse Oui, composite. le cintre est beaucoup plus court. C'est le même style, les dimensions sont les mêmes. Oui, Le poids, il est à peu près le même. Bon, c'est que le jeu a changé, quoique celle-là, elle a pas mal de poids en tête, hein, ouais, comme on dit. ouais. Et il y a la balle qui a fait beaucoup de progrès aussi. Puisque toi, tu as dû jouer avec des balles en cuir. non ? On a joué avec des balles en cuir hein, au Ouais, début. c'est ça. C'était ni plus ni moins que les balles de baseball. De cricket, pardon. Ouais. De cricket. Donc, alors qu'aujourd'hui, on joue avec des balles qui sont beaucoup plus... Ah ben, là, on peut, si on parle des équipements, hein, bon, les crosses Et le gardien. et les équipements de gardien. J'ai débuté en jouant avec des jambières de protection, les jambières de protection de cricket. C'est-à-dire, c'était des feuilles à papier, il n'y en a pas là, des feuilles de papier. On jouait avec des chaussures de rugby à bout dur parce qu'on n'avait pas de protection de pied. Alors, on n'avait rien. Le visage découvert, pas de gants spéciaux, rien. Et petit à petit, bon, la première grande progression de protection des gardiens, ça a été les équipements Berg. Ouais, les guêtres en bambou. Les guêtres en bambou et cuir. Avec des sabots de protection de pied, ça a été, et des gants spéciaux, pas les gants de maintenant, non ? les gants de maintenant, mais enfin c'était déjà beaucoup plus. Et j'ai fini ma carrière, mais tout à fait à la fin de la carrière, avec les premiers masques type Belphégor. Mais au début, on n'avait rien. J'ai eu une arcade ouverte, j'ai eu la pommette ouverte, parce que j'ai pris les balles dans la figure, quoi. Et pas 36 solutions. Hein. Je leur souhaite le meilleur résultat possible. Je pense que le fait de jouer en France va un petit peu les avantager, mais néanmoins, je ne les mets pas en premier favori. J'ai vu et j'ai apprécié, entre autres, le gardien actuel de l'équipe de France, je n'ai pas souvenir de son nom. Jeffrey. Jeffrey, c'est ça. Et j'ai lu un commentaire où on disait il a un jeu un peu spécial, parce qu'il joue beaucoup au pied, et il joue très bien. C'est un très bon gardien. Hein. Et il m'a rappelé un peu le style qu'avait Jean Zizine et moi par la même occasion. On a joué et il joue un peu de la même manière que nous avons joué et c'est un excellent gardien. Bah, les jeux, effectivement, ça serait un résultat formidable s'ils arrivent à attraper même les demi-finales. Oui, je pense que les demi-finales, ça serait... ça serait une grande réussite. Tout va se passer dans les poules déjà, où il faut sortir dans les premiers. Les poules sont très fortes. On va avoir forcément à se battre avec l'Espagne, avec l'Afrique du Sud. Bon, je ne pense pas qu'on soit au niveau de l'Allemagne, mais on verra bien. Hein. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on s'est quand même beaucoup rapproché. Oui.
Parce que maintenant, en ce qui concerne l'équipe de France A, garçons, on peut rivaliser sur un match avec l'Allemagne, par exemple, ce qui était moins le cas avant. Et l'Espagne, on s'est beaucoup rapproché. Bon, ils nous ont empêchés d'aller à Tokyo, mais ça s'est passé sur 2 matchs. Et au total des 2 matchs, ils nous ont battus d'1 but, quoi. Enfin bon. Et l'Espagne, bon, hier par exemple, il y avait encore des matchs d'entraînement, parce qu'ils ont beaucoup de matchs d'entraînement. Ils ont fait 4-4, 3-3 avant-hier. Donc Oui. on est dans le coup sur un match, on l'a bien vu avec les championnats du monde des moins de 21 ans, d'ailleurs, où on a fait un excellent résultat. Donc, faut y croire. Puis pour nous, les clubs, les comités, ça serait absolument formidable parce qu'il y aurait une mise en avant de notre sport et on en a besoin, quoi. Parce que, enfin, notamment dans la région, on est à la traîne, quoi. J'ose espérer que les chaînes de télévision n'oublieront pas totalement le hockey sur gazon. Bah, les chaînes, elles filment, hein, de toute façon. Oui. Enfin, l'organisation télévision filme tout. Maintenant, pour être... La diffusion. La diffusion, ça dépendra des résultats, quoi. Voilà. C'est sûr que si on a de mauvais résultats, au début du tournoi, on aura du mal à avoir des images, quoi. Ouais. Voilà. Donc là, il faut vraiment prier pour qu'on puisse le voir. Heureusement, maintenant, on arrive à avoir des chaînes, je dirais, parallèles qui permettent de voir les matchs. Les matchs qui sont remarquablement filmés, d'ailleurs. Hein. Oui, très bien filmés. Parce que on peut enfin voir convenablement la balle, les actions, comprendre, etc. Donc ça, c'est génial. Bon. Parce qu'il faut savoir qu'au hockey, la balle se déplace très vite. On a calculé qu'elle se déplaçait 3,5 fois plus vite qu'un homme courant un 100 mètres. Le déplacement de la balle est extrêmement rapide par rapport au football, car nous sommes un peu cousins avec le football. Nous jouons sur un terrain qui a quasiment les mêmes dimensions, le même nombre de joueurs sur le terrain, 11, mais le déplacement de la balle de hockey est extrêmement rapide. La seule chose qui change beaucoup par rapport au football, c'est qu'on n'a pas de hors-jeu. Et ça a été une avancée terrible aussi. Alors, j'avoue que le jour où j'ai appris qu'il n'y avait désormais plus de hors-jeu au hockey, j'ai dit c'est une folie. Il va y avoir une avalanche de buts. Bon, il y a un petit peu plus de buts qu'autrefois, mais il n'y a pas une avalanche. Et je ne comprends pas que le football n'ait jamais fait l'essai de supprimer le hors-jeu au football. Ça clarifierait le jeu de football comme ça a clarifié le hockey sur gazon. Le hockey a été le sport qui, dans le fond, a été le premier à donner des titres au club de tennis. Le club de tennis a été toujours un très grand club parmi les 3-4 meilleurs clubs de tennis français, mais il butait toujours sur le Tennis Club de Paris, le Racing Club de France, etc. Et il n'arrivait pas à avoir de titres nationaux. Et c'est le hockey, en 1947, est arrivé en finale de la Coupe de France. En 1950, a obtenu le premier titre. Et les 3 autres ont suivi, 54, 55 et 56. Et il a fallu attendre les années 2000 pour que le tennis ait un titre de champion de France. Donc, les premiers titres de gloire, c'est le hockey qui les a apportés à la Villa Primrose. Mais je dois dire que les structures de ce grand club de tennis qu'est la Villa Primrose nous a toujours aidés, à nous, hockeyeurs, de figurer dans l'élite nationale, comme nous avons figuré pendant plusieurs années. Et je peux confirmer qu'aujourd'hui, le club nous permet de pratiquer notre sport
grâce, je dirais, à sa contribution, puisque évidemment, il n'y a pas du tout la même rentabilité d'un club de tennis qu'un club de hockey, ne serait-ce que parce que nous sommes excentrés concernant la pratique de ce jeu, en étant dans le sud-ouest, alors que beaucoup de choses se passent en région parisienne et dans le nord de la France. Ouais. Le nord de la France et la région parisienne sont les deux grands pôles de hockey. Ouais. Bordeaux, grâce à Primrose, l'a été pendant une certaine époque, et Lyon avec le Football Club de Lyon. Mais ça, les étoiles de Primrose et de Lyon ont un peu pâli, et de ce fait, ouais. Mais je dois dire que je me réjouis que le président général de Primrose soit un ancien équipier de hockey, ainsi que le secrétaire général. Je crois que je peux dire que j'ai participé à plusieurs décennies du hockey primrosien et je lui souhaite longue vie.